La plus cordiale bienvenue à cette 12e conférence débat sur la crise sanitaire au Venezuela, intitulée La crise sanitaire au Venezuela, du réel à l'imaginaire, organisée par notre association Loi 1901. Cette 12e conférence fait écho à notre première conférence débat que nous avons organisée dans cette même salle en mars 2020 et que vous pouvez visionner sur notre chaîne YouTube. Si vous souhaitez la regarder, vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Alors, d'aucuns parmi vous nous sont interpellés en nous demandant pourquoi ce titre, du réel à l'imaginaire. Et je vais tenter d'y répondre. Nous partirons du réel avec une analyse et réflexion sur des chiffres difficiles à recueillir, compte tenu de l'opacité des autorités en place et l'absence de publication des bulletins épidémiologiques, les derniers datant à peine de 2016. Cette situation complexe, profondément complexe et aux multiples facettes, est difficilement explicable en termes simples et en une heure et demie. Mais nos invités vont essayer de le faire pour nous. Nous partirons de cette réalité et puis nous franchirons la frontière du réel et nous allons à l'imaginaire avec un portrait d'un des médecins les plus illustres du Venezuela, pionnier de la recherche scientifique vénézuélienne et qui est en voie de béatification. Il était appelé le médecin des pauvres à cause ou grâce à ses miracles. Il était qualifié de vénérable par le Vatican l'année dernière et par le pape François Ier. Il s'agit du docteur José Gregorio Hernández. Et nous finirons par une radiographie ou photographie de cette crise sanitaire à travers des dessins. Nous ferons un parcours documenté par des dessins de ce système de santé que nous pourrons qualifier de caricatural si nous osons le comparer avec un des meilleurs modèles de santé, de système de santé du monde, qui est le modèle français. C'est le système de santé du pays avec les plus grosses réserves de pétrole du monde. Et pour finir mon intervention, avant de donner la parole aux conférenciers experts, notre panel des invités, que je remercie au passage, je vais vous montrer une courte vidéo que nous avons projetée déjà lors de notre conseil de bienfaisance en octobre 2021, dirigée par Glass Marcano et qui est toujours d'actualité. Le Venezuela est un beau pays d'Amérique du Sud, riche en ressources naturelles et humaines. Il est soumis ces dernières décennies à la plus grave crise globale de son histoire. Cette crise a été estimée par l'ONU en 2016 comme étant une urgence humanitaire complexe, car le déclin des conditions de vie dans le pays n'est pas dû à une guerre ni à des catastrophes naturelles, mais bien la conséquence d'une instabilité politique profonde. La situation sanitaire n'échappant pas à cette crise globale, elle a été aggravée par l'arrivée de la pandémie de Covid-19. L'accentuation du délabrement du système de santé publique vénézuélien, due à la pénurie de médicaments et d'équipements ainsi qu'à l'exode des professionnels de santé, entre 35 et 40 000 selon les chiffres du Conseil national de l'ordre des médecins vénézuéliens. De surcroît, la détérioration des services de distribution d'électricité et d'eau courante et de graves violations des droits civiques et politiques. Les ravages sont profonds parmi une population déjà fragilisée par des problèmes de dénutrition et le retour d'épidémies autrefois contrôlées.
À ce jour, nous comptons plus de 756 professionnels de santé décédés de Covid-19. Données Move, octobre 2021. Devant l'absence d'informations crédibles de la part des autorités, nCovi, organisme universitaire de référence en information et statistiques, a publié en septembre dernier ces chiffres. 94,5% de pauvreté globale, 76,6% de pauvreté extrême, 3 ans de diminution d'espérance de vie, 25,7 pour 1000 de mortalité infantile, exode de plus de 4 millions de Vénézuéliens entre 2015 et 2020. Move, Médecins Unis du Venezuela, est né au Venezuela en 2016, comme un cri d'alarme et de protestation face à la situation de crise et en défense des droits des Vénézuéliens, notamment celui de la santé. Des antennes nationales et internationales se sont constituées, dont Move France fait partie depuis juin 2019. Nos objectifs sont dénoncer la crise sanitaire dans le contexte d'urgence humanitaire complexe du Venezuela, aider à pallier les besoins sanitaires par l'envoi de médicaments et de matériel médico-chirurgical, soutenir des internes en médecine à travers un programme de parrainage, bourse et de support académique, documentation, webinars, etc. Enfin, accompagner nos pairs arrivant en France dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle. Gracias, Médicos Unidos de Venezuela, Francia. Gracias al programa de apadrinamiento MUD Francia. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 De verdad, muchísimas gracias. Médicos Unidos por Venezuela de Francia, les decimos una vez más gracias y no desistan. Merci de votre attention. Je vais donner la parole aux prochaine intervenante, Natalia Brandler. Docteur Oviedo a dit avant moi, parler de la santé en 10 minutes c'est un peu serré, mais je vais essayer de faire de donner la possibilité de vous donner un aperçu général avec les données que j'ai et qui viennent de différentes sources. Mais pour commencer, comme elle a dit déjà avant moi, il y a des difficultés pour faire un bilan de la santé au Venezuela. Et pour commencer, à cause de l'absence de bulletin épidémiologique. Et juste un exemple pour montrer les différences entre les difficultés à cause du manque de données épidémiologiques depuis 2016. Il y a les données officielles, il y a eu 5670 décès jusqu'à mars 2022. Et d'après l'université UCAB catholique, il y a eu 15 000 décès. Et ça, il faut un suivi avec 62 hôpitaux publics du Venezuela. Donc, il y a des différences de données assez importantes. Et la cause, c'est justement le manque de données officielles. Donc, on ne peut pas savoir exactement le chiffre. Il y a une autre difficulté, une deuxième difficulté, c'est quand les médecins ou les hôpitaux veulent partager des informations, il y a aussi des conséquences. La répression des médecins, du personnel de santé qui dénonce les conditions des hôpitaux, le manque de vaccins, la pénurie de médicaments, ça se paye. Récemment, il y a eu 4 médecins qui ont été arrêtés. Ils ont été convoqués pour une séance de discussion et ils ont été arrêtés au même moment parce qu'ils se promenaient avec les médicaments qu'ils avaient besoin à l'hôpital. Parce que comme il y a des vols dans les hôpitaux, eux, ils doivent porter dans des petits sacs, ils doivent porter les médicaments dont ils auront besoin pour soigner leurs patients. Ils ont été arrêtés, accusés de voler des médicaments. Et c'est lié à une leçon de ne pas donner des informations publiquement sur l'état de la santé au Venezuela.
En tout cas, les sources d'informations que je vais vous transmettre viennent d'abord d'une étude faite par l'hôpital Johns Hopkins, l'enquête nationale hospitalière, les informations que j'ai obtenues de Médicos Unidos qui font des rapports aussi, Caritas de Venezuela sur l'alimentation. Ça, c'est les données de Johns Hopkins qui montrent d'abord qu'il y a une crise économique et politique et qui a, sur les 5 dernières années, a gravement paralysé le système de santé. Il y a eu cette situation, déjà, elle était très grave et elle s'est empirée au début de la pandémie. Et comme j'ai dit, c'est la difficulté de ne pas avoir des données officielles. Bon, pour commencer, je voudrais montrer cette phrase d'un docteur Laris. Chaque enfant né au Venezuela a l'espérance de vivre 3,5 ans de moins que ceux nés dans une génération précédente. Et après, je vous montrerai les données liées au manque de nutrition qui a publié Caritas de Venezuela. Et ça fait que l'espérance de vie des femmes et des hommes vénézuéliens a diminué par rapport à celle de la région d'Amérique latine et des Caraïbes. Et ça dans un pays où on avait déjà eu des progrès très importants pendant 3 décennies pour augmenter l'espérance de vie de la population. Pour la mortalité infantile et des moins de 5 ans, ça a augmenté. Donner tous les chiffres, ça serait un peu trop long, mais on voit que les décès de nourrissons ont augmenté de presque 64%, juste en 4 ans, entre 2012 et 2016. Les enfants de moins d'1 an, c'est-à-dire presque 80%, c'est les décès des enfants de moins de 5 ans. Donc la plupart, ce sont juste des enfants qui viennent de naître. Et les principales causes, c'est la prématurité, 40%, qui parle beaucoup de l'état de nutrition des mères de ces enfants. Et des anomalies congénitales, septicémie et des blessures, pneumonies. Donc, tous ces des maladies qui pourraient très bien être contrôlées avant la naissance. Et donc, la principale cause de décès, ce sont des blessures, pneumonies et diarrhée. Une augmentation de la diarrhée en Venezuela aussi. En ce qui concerne la mortalité maternelle, il y a eu une augmentation entre 2000 et 2017 de 5%. Et en même temps qu'à échelle globale, il y a eu une baisse de 38% de décès maternels, c'est-à-dire dans le monde. Et aussi, ce qui est intéressant de comparer, c'est les données de le ratio de mortalité maternelle, c'est-à-dire décès maternels par 100 000 naissances, estimé à 125 pour chaque 10 000 naissances, contre une estimation régionale de 74. Et les principales causes des décès sont des troubles hypertensifs. Et j'ai trouvé que c'est important de dire qu'il y a 14% de décès à cause d'avortement au Venezuela. En ce qui concerne aussi le sujet de l'avortement, il y a eu une forte augmentation de la demande d'avortement au Venezuela. Parce qu'il y a eu aussi, on ne le dit pas ici, mais il y a eu une forte migration de femmes qui vont accoucher dans les villes de la frontière de Colombie ou du Brésil, et aussi des femmes qui décident de ne pas avoir des enfants, parce que le problème c'est que non plus, il n'y a pas de contraception
disponibles et les préservatifs ou les autres moyens de contraception sont extrêmement chers pour la majorité de la population. Et encore, surtout, elle a diminué pour les plus jeunes. Et donc, il y a aussi, on va voir, des taux de naissance de mères adolescentes, femmes âgées de 15 à 19 ans. Un des taux les plus élevés de grossesse. Moi, je travaille en ce moment avec des jeunes femmes au Venezuela. J'ai un programme de formation et j'ai 40 jeunes femmes et il y a 5 mères de moins de 16 ans et il y en a 2 qui ont déjà 2 enfants. Ce sont des jeunes mamans qui n'ont même pas pu finir leur bac et veulent faire l'effort. Les causes de décès, au niveau de la population, je vais aller un peu vite parce que le temps passe, mais c'est surtout des maladies non transmissibles, c'est-à-dire problèmes cardiovasculaires, enfin cancer, diabète, et il y a des taux de décès par blessure très élevés. Entre ce qui est les maladies transmissibles ou évitables par la vaccination, le taux de couverture est inférieur à la moyenne régionale et il y a eu il a augmenté tout ce qui est les maladies de transmission qui étaient évitables avant par la vaccination, comme la rougeole, mais il y a malheureusement la malarie, enfin beaucoup de maladies qui avaient été contrôlées. Et en ce moment, par exemple, elle cause aussi des décès, comme par exemple ces informations viennent d'un webinaire qui a donné le docteur Crespo Freites. Et juste, on ne voit pas vraiment les noms, mais ce qui est en rouge, c'est le Venezuela, et le reste, c'est le reste de la région. Donc, juste en voyant ces deux lignes rouges, on peut voir la différence avec le reste de la région. Un, c'est les décès de pneumonie et l'autre, mortalité infantile. En ce qui concerne le Covid, il y a eu finalement une forte vaccination de la population, mais jusqu'au mars 2022, c'était moins de 50% de la population, et nos pays voisins, par exemple la Colombie, viennent de faire 70% de la population. C'est un problème d'infrastructure, de problèmes politiques aussi pour fournir les vaccins, pour accepter quels vaccins allaient rentrer au Venezuela, si c'était seulement les Chinois, les Russes, ou finalement ils ont donné la permission pour d'autres vaccins, et tout ça a pris beaucoup de temps, et avec au milieu beaucoup de problèmes entre nous. D'autres maladies, paludisme, vous voyez l'augmentation en 10 ans. Le VIH, 36% chez les femmes transgenres, et de toute façon, et aussi pour les hommes homosexuels, ça a augmenté à 22%. Et donc ça veut dire qu'il y a un problème au Venezuela avec le VIH, et la tuberculose qui a doublé en 4 ans. Infrastructure sanitaire, les dépenses de santé, vous pouvez comparer ce qui est le Venezuela avec le reste de la région. La moyenne régionale, c'est 4,1% et au Venezuela, 1,7% du PIB en 2018, parce qu'on n'a pas beaucoup de données. Et c'est important de dire qu'entre 2012 et 2017, plus de la moitié des médecins et un quart des infirmières du pays ont émigré. On va voir ici un taux rapporté par l'étude de Johns Hopkins qui dit qu'ils ont estimé 22 000 médecins qui ont migré, mais c'était des données qui ont obtenues par le docteur Douglas Napera qui
avait donné ce chiffre, mais après, lui-même, il a publié dans la presse en disant, ça c'est ce qui est en bas, c'est lui-même en disant, un peu plus tard, que non, c'était pas 22 000, c'était 40 000 médecins qui avaient migré. Et bien sûr, le chiffre qu'ils disent là, presque 40 000 professionnels, c'est pas non plus, c'est pas que le Venezuela restait sans médecins, mais on voit qu'il y a une migration très, très, très importante, surtout des spécialistes, les plus jeunes, qui étaient le futur, le remplacement des médecins. Aussi, il y a, c'est très important, le premier chiffre, plus de 70% des hôpitaux publics n'ont pas accès régulier à l'eau ou à l'électricité. Et ça, je vous le montre tout de suite. Ça, c'est ça vient pas de Johns Hopkins, mais de l'enquête nationale des hôpitaux. Et là, vous pouvez voir, il y a 44% de pénurie aux urgences hospitalières et 70% pénurie au bloc opératoire. Et on voit, par exemple, analgésique, 30%, c'est très haut, mais il n'y en a pas. Aussi, avant, je voulais dire que il y a, en 2021, il y a une réduction de 82% de la capacité hors Covid. Donc, tout était dédié au Covid et il n'y avait presque pas de capacité pour les personnes, ni pour les lits, ni pour les chirurgies. Les personnes devaient attendre. Aussi, donc, une conclusion de cette enquête nationale d'hôpitaux, ça c'est des données de mars 2022. Le concept de santé gratuite est pratiquement une illusion au Venezuela. Elle devient particulièrement pénible lorsqu'il s'agit d'urgences, les plus graves comme les traumatismes, les crises cardiaques ou comme l'accouchement. Il y a les femmes qui accouchent, ça c'est assez souvent, les femmes qui accouchent partout maintenant, sauf des fois dans les hôpitaux. On voit ici par exemple aussi la opérativité des services en 2022 et vous pouvez voir que tomographie, aucun jour ou intermittent. Donc quelqu'un qui doit se faire une tomographie doit aller dans un endroit privé et la plupart des personnes n'ont pas les moyens pour le faire. 2 minutes. 2 minutes. Bon. Sécurité alimentaire, je trouve que cette partie est très importante. Plus de 80% de la population vit dans la pauvreté et l'un sur 3 est en insécurité alimentaire modérée ou sévère. 32% de dénutrition infantile avec malnutrition chronique, retard de croissance. De 6 à 11% souffrent malnutrition aiguë, émaciation. Et ça, c'est les données prises dans le terrain par Caritas. Il y a des États où cette malnutrition aiguë arrive à être presque 20%. Et en plus, il y a eu, par la pandémie, il y a eu les programmes alimentaires qui étaient dans les écoles. Ils n'ont plus eu accès à ce programme. 14 millions de personnes au Venezuela, plus de la moitié de la population, ont besoin d'aide humanitaire. Et le plan de réponse humanitaire a nécessité 763 millions de dollars pour soutenir à peine 4,5 millions de Vénézuéliens. Alors je vais rapidement aux conclusions. Pour combler les lacunes généralisées en matière d'accès, l'investissement dans les soins primaires au niveau des établissements et de la communauté aura des répercussions plus importantes sur la santé de la population que l'investissement dans les hôpitaux et les soins tertiaires. Investir dans de nouveaux cadres d'agents de santé au niveau inférieur qui nécessitent de formations moins poussées. Ici, il faut à toute vitesse faire des formations courtes, mais pour le moment, de toute façon, ce n'est pas le cas. La priorité de fourniture de médicaments
est essentiel. Et il faut aussi s'occuper de la santé maternelle, de la santé sexuelle et reproductive, et des maladies non transmissibles et de la santé mentale. De plus en plus, la santé mentale devient un problème de santé publique. Les suicides des jeunes, des enfants, on parle presque pas, mais c'est un problème très, très grave qui commence à avoir des répercussions, surtout dans les populations les plus démunies, mais dont il n'y a pas beaucoup d'informations. Je voulais seulement ajouter cette table qui vient de Caritas. Ils disent la malnutrition aiguë et le retard de croissance sont les déficits nutritionnels répandus chez les enfants évalués par Caritas dans tout le Venezuela au cours de 3 à 5 dernières années. Mais ils disent, parce qu'il y a toujours cette idée que c'est à cause des sanctions des États-Unis, mais on voit que c'est un problème qui vient de plus loin, de 20 dernières années, parce que ils disent au point 4, la découverte de ces niveaux de retard de croissance indique que la privation nutritionnelle de ces enfants a commencé au moins en 2014, bien avant les sanctions. Et bon, c'est un problème. J'ai écouté à Susana Rafali, qui est vénézuélienne, qui travaille pour Caritas, spécialiste en alimentation et nutrition infantile, dire qu'il y a une différence de centimètres elle a peur que ça va atteindre une différence très très substantielle entre la présente génération et les générations qui suivent. Bon, toutes ces données sont disponibles. Je n'ai pas beaucoup de temps de m'extendre plus, mais je donne la parole alors à la prochaine personne. C'est Madame Cantaura La Cruz. Au Venezuela, durant quasiment le XXe siècle, mais à partir de la construction d'un saint, particulièrement ces saints qui étaient récemment canonisés et béatifiés, pardon, donc l'année dernière. Mais il fait partie de la construction du système de santé vénézuélien depuis le début du siècle, fin du 19e, début du 20e. Il y a un mot que j'aime bien en français, c'est le mot télescopage. C'est cette notion de passer d'un temps à un autre, comme si on est, comme si on est dans un tunnel du temps, et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Je vous propose de regarder cette notion du Venezuela fin du 19e siècle, début du 20e siècle, comme une sorte d'Alka-Seltzer dans un verre d'eau. Donc comme une notion d'effervescence, si vous voulez. Et regarder les Vénézuéliens de nos jours, fin du XXe siècle, entrée dans le XXe siècle, aussi comme une sorte d'effervescence. Les portraits qui viennent d'être dessinés du Venezuela par ma collègue ici, la docteure Natalia Brander, et vous avez bien vu, il y a un portrait des chiffres extrêmement alarmants. Aucun pays de la région n'a ce type de chiffres. Aucun pays dans les continents est comparable à ce qui vit, la complexité de ce qui vit le Venezuela de nos jours. Donc, pour faire un portrait, j'ai des monsieur José Gregorio Hernández, et je vous propose un travail photographique que j'ai fait lors de mon enquête de terrain au Venezuela entre 2015 et 2016, et qui est le fondamental de mon terrain en présentiel et par la suite des parties de mon terrain faites plutôt à distance. Et la plupart des photographies que je vais vous présenter ici, je les fais en partie avec Madame Ana Ruiz, qui est photographe et qui me semble, avec qui je peux travailler la plupart de terrains faits à Caracas ensemble. Et il me semble que son œil photographique nous montre un autre portrait
disons, un peu plus profond et dans la question religieuse et politique, différent au portrait qui vient d'être présenté. Donc le docteur José Gregorio Hernández est né à 600 km environ de Caracas, dans un village des Andes vénézuéliens. Il est un médecin philanthrope brillante et il a fait une partie de ses études en médecine. C'est le premier médecin à mener les microscopes au Venezuela et il pose les bases, disons, de la santé dans le pays. Il est le premier mort par une voiture dans un accident. Voilà, les premières morts comptabilisées dans l'histoire par une voiture. Et cette mort inédite et tragique, absolument inattendue, fait naître quasiment immédiatement par la suite un culte qui se développe tout autour des tombes dans lesquelles il a été enterré. Donc il avait des pratiques religieuses qui lui ont été attribuées, telles que par exemple boire l'eau de fleurs, et parmi d'autres types des pratiques religieuses qui lui ont été attribuées. Et depuis, le culte, il est aussi effervescent que la fin du 19e, début du 20e au Venezuela, et puis aussi effervescent de nos jours. Donc c'est ça, il nous a accompagnés tout au long du XXe siècle, et on le construit comme une figure religieuse. Et dans l'anthropologie vénézuélienne, on a souvent appelé Monsieur José Gregorio Hernández le saint sauvage, el santo salvaje, puisqu'il a deux vies. Il a une vie de mort, une vie de vivant, médecin, philanthrope, très connu, assez proche du catholicisme, très croyant. Voilà, ça c'est sa vie de vie, avec une position politique aussi lors du gouvernement de El Benemérito de Juan Vicente Gómez. Et puis, une vie aussi de mort. Et cette vie de mort qui se développe plutôt autour de la tombe et en fonction des pratiques religieuses qui vont accroître tout au long du XXe siècle. Ces saints, aujourd'hui, ils nous accompagnent, par exemple, dans l'hôpital oncologique Luis Racetti. Et Luis Racetti, par ailleurs, c'était l'un d'autres médecins qui était aussi très bon ami de José Gregorio Hernández. Il représente aujourd'hui l'espoir face aux maladies chroniques. Comme vous venez de voir, et le profil épidémiologique du Vénézuélien est complexe. Donc, disons, ça, d'un côté, c'est la partie qui concerne la santé publique. Puisque le Venezuela, c'est un pays rentier, un pays pétrolier qui commence à exploiter le pétrole très tôt. C'est un très ancien producteur du pétrole, donc il commence à exploiter ce pétrole à la fin du 19e, début du 20e, et il commence en même temps l'instauration de la modernité. C'est ce qu'on considère la modernité de nos jours. Alors, le profil épidémiologique du Vénézuélien va avoir une différence par rapport aux pays, notamment des îles de la Caraïbe, tels que Trinidad et Tobago ou Bonaire, etc. Puisque le profil épidémiologique du Vénézuélien est mixte, c'est-à-dire on a des maladies transmissibles, on a des maladies à vecteurs, telles que les maladies typiquement transmissibles par des moustiques, Zika, dengue, chikungunya, etc. Et puis, de l'autre côté, on va aussi avoir des maladies chroniques typiques de la modernité, c'est-à-dire cancer, maladie coronaire, diabète, etc. Ce qui représente un défi pour la santé publique dans la région. Comme vous voyez là, disons les dernières années, notamment sous le gouvernement de Chávez, le système de santé publique a été petit à petit mis à l'abandon. Ce qui va représenter aussi du point de vue politique, sous le gouvernement de Chávez, le développement des missions politiques de santé. Alors, Paula Vázquez Lezama, anthropologue et spécialiste du Venezuela, avait publié sur la notion des missions. On ne sait pas si cette notion des missions concerne les missions militaires, et on imagine alors des militaires avec des mitraillettes, etc., qui viennent attaquer, ou des missions plutôt catholiques, et plutôt cette notion des missions de prêtres qui viennent
monté en mission, et cette notion reste toujours ambivalente sous le gouvernement de Chavez pour tout ce qui concerne les politiques publiques, et notamment et particulièrement pour ce qui nous amène aujourd'hui, les politiques publiques qui sont liées à la santé. Donc, on voit très bien que le système de santé vénézuélien est éparpillé un peu partout, était délabré et n'a pas été reconstruit. Mais ça ne concerne pas que le gouvernement de Chavez. Disons que sous le gouvernement de Chavez était particulièrement abandonné, gravement abandonné, mais que c'est un processus qui vient depuis les années 80 environ. Ensuite, on a les mystères de l'Institut vénézuélien de sécurité sociale, lesquels il est absolument inexistant aujourd'hui. Lors de mon enquête de terrain, durant l'année 2015-2016, je n'ai pas vu de Caracas à Mérida, en passant par plusieurs villes du pays, aucune parmi les entretiens que j'ai fait environ 150 entretiens en profondeur, aucune personne qui a eu un moment qui a pu montrer ses droits vis-à-vis de l'Institut vénézuélien de sécurité sociale. C'est qui montre la gravité de l'inexistence, et c'est la raison pour laquelle on le considère aujourd'hui un mystère. Alors, cette image fait un clin d'œil à Stromae. Comme vous connaissez la chanson « Alors on danse pour oublier tous nos problèmes », cette photo a été prise dans les bars des photographes, el bar de los fotógrafos à Chacao. Ce qui m'attirait l'attention, c'est que même pendant la bouvette, on n'arrive pas à oublier tous les malheurs. Ce qui nous donne aujourd'hui une notion, et c'est la raison pour laquelle il y a les bières, les bouteilles de bière Polar qui sont là, c'est que ces signes nous accompagnent dans toute la vie quotidienne au Venezuela, et pas seulement. Ils nous accompagnent dans tout le moment des grâces, des tristesses, des bonheurs, mais aussi de désespoir. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris cette photo, puisque c'est aussi les médicaments qui nous accompagnent dans les pharmacies, puisqu'il y a un mouvement dans toute la ville qui se consacre à faire des tags, des graffitis de Dr. José Gregorio Hernández comme un engagement, puisque les médicaments plus chers viennent de Cuba. Le gouvernement de Chavez a établi une stratégie d'importation des médicaments depuis Cuba, et finalement, notamment lors de la crise du Covid, c'est la dame que vous voyez avec les masques, on retrouve que la plupart des fournitures viennent de Cuba, et malheureusement, ils ne sont pas assez, ils sont extrêmement chers. Face à ça, face à une privatisation du système de santé publique, on voit très bien l'émergence. Alors ici, ça serait très facile à dire, ah oui, parce qu'il n'y a pas une présence de l'État, évidemment, les Vénézuéliens moyens, il n'y a plus d'autre chose de quoi faire, à quoi se tenir, de quoi s'accrocher, que d'encens. Ça serait beaucoup trop facile. Et c'est plutôt une pensée qui était très répandue dans le pays. Cependant, en tant qu'anthropologue, je pense qu'il y a quelque chose de plus profond que juste une simple croyance religieuse dans un saint en construction, puisque ces saints, ils nous ont accompagnés durant tous les siècles. Il y a toutes les pratiques religieuses qui les sont associées, et notamment par rapport à la question de santé. C'est la question fondamentale de ma thèse doctorale, et je ne voudrais pas m'arrêter là, puisque cette notion et l'accompagnement le docteur José Gregorio Hernández, qui a été là, on peut le voir dans cette effervescence religieuse par rapport à la santé qui se remodèle aussi dans l'imaginaire vénézuélien, et notamment à partir là. Là, comme vous voyez, plutôt dans les tags, mais aussi on peut voir comment ces saints à plusieurs volets, c'est comme avoir plusieurs visages, dans les bidonvilles à Caracas qui prennent son nom, ou par exemple dans toutes ces images qui ont été refaites et reconstruites tel que le Chapulín Colorado, héros fondamental de l'Amérique latine.
Voilà les lieux de mission et de pèlerinage. Et je voudrais finir ici et conclure ici ma présentation. Il faut savoir que des lieux de pèlerinage, on a un peu partout. On a notamment, par exemple, ici Lourdes, qui est très connu et qui est très connu aussi par les miracles. Nous aussi, on a nos lieux de pèlerinage dans ces plusieurs volets qui représentent ces, disons, mix entre les saints de Dr. José Gregorio Hernández et le système de santé vénézuélien. Donc on peut voir que ces saints, il n'a pas seulement une vie des vivants, mais aussi une vie des morts, et que l'Église catholique n'a pas pu les rattraper durant toutes ces années, puisque même s'il est béatifié à peine il y a un an, dans un contexte du Covid, il faut savoir que ce monsieur, il nous a accompagnés durant tous les siècles et qui a gardé la santé des Vénézuéliens plutôt en les tenant par la main et en donnant à l'espoir. Voilà, je vous laisse avec l'art de la dévotion et je vous remercie infiniment pour votre attention. Fernando Pinilla, bienvenue et merci d'être parmi nous. Muy buenas noches. Merci beaucoup à Beto Ojeda et à Move France pour l'invitation. A Beto Ojeda por ser mi ángel. Et à Beto particulièrement pour être mon ange. Marc, gracias por la hospitalidad, de verdad. Marc, Agradecido por la merci amistad. pour ton hospitalité. Gracias a todos por estar acá. Et merci à tous pour être là. Que Dios me los bendiga. Et que Dieu vous bénisse. Bueno, eso es importante. La oveja negra de la familia. Les moutons noirs de la famille. El único que va a hablar en español. L'unique qui parlera l'espagnol. Pero bueno, no podía ser distinto. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Fíjense ustedes. Et voyez-vous. Vamos a hablar de la crisis sanitaria de Venezuela. Creo que ya los especialistas han dicho las cifras. Nous allons parler de la crise sanitaire au Venezuela et les chiffres, elles parlent. Es hora de hablar de la parte humana. Puis maintenant, c'est le moment de parler de la partie humaine. Muchas gracias. Mi trabajo, como ustedes saben, es hacer caricaturas. Mon travail, comme vous savez, c'est celui de faire des caricatures. La caricatura puede ser considerado de repente el hermano menor de las grandes artes. La caricature peut être considérée les petits frères des grands arts. Pero realmente cuenta historias, y cuenta historias reales. Mais vraiment, il raconte de vraies histoires. Y esas historias tienen nombre y apellido. Et ces histoires ont un nom et un nom de famille. Porque cuando escuchamos las anteriores ponencias, creemos que simplemente son cifras y son números. Puisque, comme on a entendu dans les exposés précédentes, il n'y a eu que des chiffres, Pero son vidas, mais Como- sont des vies. como la de Oliver Sánchez. Comme celui de Oliver Sánchez. Oliver Sánchez. No olviden el nombre, Oliver Sánchez. N'oubliez pas les noms, puisqu'il s'appelle Oliver Sánchez. 8 años de edad. Il a 8 ans. Perdió la vida esperando un tratamiento. Il est décédé en attendant les traitements. Porque en Venezuela Puisque au Venezuela, hay un régimen que no permite que las personas accedan a la salud. il y a un régime qui ne permet pas que les gens puissent avoir accès à la santé. Él soñaba con ser como Michael Jackson, Il rêvait être comme Michael Jackson. pero su historia quedó cortada porque lamentablemente no pudo llegar a ese punto. No pudo crecer y no pudo realizarse. Mais malheureusement, son histoire a été coupée puisqu'il n'a pas pu grandir. Il n'a pas pu y arriver. Hacer caricaturas no es sencillo. Faire des caricatures n'est pas simple. Hacer caricaturas es contar la vida de cada una de esas personas que ustedes nombraron, los especialistas acá, Faire des caricatures, c'est raconter aussi la vie de cette personne dont vous avez parlé ici précédemment. y tratar de suavizarlo, de tratar de convertirlo en algo que ustedes lo puedan asimilar, que las personas lo puedan Et escuchar. traiter de l'attendrir et prétendre aussi que les gens puissent comprendre. Pero la verdad está siempre ahí. Mais la vérité est toujours là. No me lo invento yo. Je ne l'ai pas inventé. Quizás no entiendan lo que dicen las caricaturas los que hablan o nada más entienden francés. Peut-être vous ne comprendrez pas, ceux qui seulement parlent français, vous ne comprendrez pas peut-être les caricatures. Pero esa imagen que ustedes ven ahí
representa la historia de millones de venezolanos. Mais cette image que vous voyez là représente la vie des millions de Vénézuéliens. De venezolanos que a diario sufren, Des Vénézuéliens qui souffrent tous les jours que a diario esperan. et qui attendent tous les jours. Pero por suerte, me siento orgulloso de que existen Médicos Unidos de Venezuela. Et Un aplauso para ustedes. je suis heureux qu'il existe Médicos Unidos de Venezuela Porque lo necesitamos. puisqu'on en a besoin, Porque vivo en Venezuela. puisque je vis au Venezuela, Porque lo veo a diario. puisque je le vois tous les Porque me lo jours, escriben a diario por las redes sociales. puisque je reçois esa información tous les jours à travers les réseaux sociaux, Porque me lo mandan por correo. puisque je reçois des courriels. Y creo que no hay nada más que me cause impotencia Et il n'y a rien dans lequel je puisse sentir l'impuissance que recibir solicitudes de ayuda que recevoir des sollicitudes d'aide que difícilmente puedo contestar. que je ne peux pas répondre. Si yo tuviera $1 million, Si j'aurais $1 million, si yo fuera Elon Musk, si j'aurais été Elon Musk, no compraría Twitter. je n'achèterais pas Twitter. Créanme que ayudaría a Venezuela. J'aiderais plutôt le Venezuela. Y no porque sea un santo como José Gregorio, Je ne suis pas un saint comme José Gregorio, sino porque me mueve el alma que me piden ayuda y no poder sinon parce que ayudarlos. ça bouge mon âme. Es triste que un país tan rico como Venezuela C'est triste de savoir un pays aussi riche que le Venezuela, tengamos que pintarlo y describirlo fuera de nuestras fronteras, on soit obligé de les dessiner et de les peindre hors nos frontières, de esta forma tan triste, de cette façon si triste de esta forma tan humillante. et de cette façon si humiliante. Pero me siento orgulloso Je me sens quand même fier de ser venezolano. d'être vénézuélien. Me siento orgulloso de cada uno de los venezolanos que están acá. Et je suis fier de chacun des Vénézuéliens qui sont ici. Me siento orgulloso de cada uno de los venezolanos que han salido y que están echándole pierna, como decimos en Venezuela. Je me sens fier de chacun des Vénézuéliens qui est dehors et qui travaille hors du pays. Y que Echando les piernas, c'est, on pourrait les traduire plutôt comme un bossant dur. Porque estamos demostrando que no somos solamente esto. Parce qu'on montre qu'on n'est pas seulement ça. Somos gente que echa para adelante. Nous sommes des gens qui vont progresser. Gente valiente, On est courageux sentimental. et sentimental. Porque Venezuela es un gran país Puisque le Venezuela, c'est un grand pays y no merece la situación sanitaria que vive hoy en et il día. ne mérite pas la situation sanitaire qu'il vit aujourd'hui. Hace unos meses Il y a quelques mois, hice una subasta de obras mías. j'ai fait une vente aux enchères. Me acompañó el gran Claudio Nazoa, gran amigo y humorista venezolano. J'ai été accompagnée par Claudio Nazoa, un humoriste vénézuélien et grand copain. Grand ami. Y esta venta era para ayudar a una chica de 25 años del estado Táchira. Et cette vente aux enchères était pour aider une fille de l'état Táchira à 600 km du pays Que a los 8 años sufrió un cáncer que le comprometió su extremidad derecha inferior lorsqu'elle avait 8 ans, elle a été compromise l'extrémité droite inférieure. y lamentablemente tuvo que ser amputada para poder detener el Malheureusement, on cáncer. a dû l'amputer. Durante eso ocurrió a los 8 años aproximadamente. Ça, s'était passé lorsqu'elle avait 8 ans environ. Y desde entonces esa niña no podía caminar y no podía realizarse plenamente Et depuis, cette fille ne pouvait pas marcher, elle ne pouvait pas réaliser des activités. porque no había una institución médica Puisqu'il n'y en avait pas une institution médicale, ni un ente en Venezuela, ni un ente gubernamental, un ente du gouvernement, ni une politique publique que ayudara a esta joven a comprar dicha prótesis que necesitaba qui para poder aide realizarse. cette personne, et en l'occurrence ces jeunes filles, avec une prothèse pour pouvoir marcher. Y decidí y dije, vamos a ayudarle, al estilo Move France. Et puis j'ai décidé de l'aider à l'estyle Move France. Así que hicimos la subasta On a fait la vente aux enchères y por suerte Digitel de Venezuela, una empresa et telefónica, heureusement une entreprise téléphonique Digitel Venezuela
asumió y compró las obras a assumé et a acheté les pièces. y le hizo el sueño realidad a esta niña de Et que a hoy fait tiene son 25 rêve años. réalité et aujourd'hui elle a 25 ans. Para mí fue gratificante. Pour moi c'était très gratifiant. Para mí fue un sueño. Pour moi c'était un rêve. Y para esta niña fue la vida completa. Et pour elle, pour cette fille, a été la vie tout entière. Cada ayuda que Move France recibe, Chaque aide que Move France reçoit, cada ayuda que ustedes puedan dar, chaque aide que vous pouvez donner, cada vez que ustedes compartan un programa de Move France o de alguna persona que ayude, chaque fois que vous partagez un programme de Move France ou quelqu'un qui puisse aider, pueden cambiar una vida en Venezuela. vous pouvez changer une vie au Venezuela. Pueden salvar una vida en Vous Venezuela. pouvez sauver une vie au Venezuela. Y es un compromiso ciudadano, Et c'est un engagement citoyen, porque somos humanos, porque somos hermanos puisque nous sommes humains et nous sommes frères. y somos venezolanos. Y si no somos venezolanos, pues háganse venezolanos. Et si vous n'êtes pas vénézuélien, bon, vous pouvez devenir vénézuélien. Necesitamos su On en solidaridad. a besoin de votre solidarité. Porque mi trabajo Dans mon travail, es retratar las vidas. puisque mon travail c'est retrater, c'est faire des pièces de vie, c'est dessiner les vies. Es contar la historia de Oliver Sánchez C'est ahora en raconter caricaturas. l'histoire de Oliver Sanchez. Es decirle al mundo, ayuda por favor. C'est de dire au monde, s'il vous plaît, aidez-nous. Es hora de cambiar, es hora de concientizar, es hora de avanzar. C'est l'heure d'avoir conscience et d'échanger et d'avancer. Porque no estamos pidiendo migajas, On ne demande pas des miettes, estamos pidiendo solidaridad, que es muy distinto. on demande la solidarité qui c'est bien différent. Porque la solidaridad está muy enraizada y está muy relacionada directamente con nuestra propia humanidad. Puisque la solidarité prend ses racines dans notre propre humanité. Y cuando no somos solidarios, Et lorsqu'on n'est pas solidaire, dejamos de ser humanos. on arrête d'être humain. Y no digo que todos nos convirtamos en una suerte de Madre Teresa de Calcuta, Et je ne demande pas que vous deviendrez, que de devenir la mère Thérèse de Calcutta, pero sí tengamos esa intención, esas ganas mais avoir l'intention et les envies de ser parte del cambio. de faire partie du changement. Porque el cambio no comienza con Maduro fuera del poder. Puisque les changements ne commencent pas avec Maduro hors du pouvoir. El cambio comienza cuando cada uno de nosotros entendemos que somos parte de un colectivo. Les changements ils commencent lorsque chacun parmi nous il comprend qu'il fait partie d'un collectif. Y ese colectivo, cuando se une, es poderoso. Et ces collectifs, lorsque finalement il s'est réuni, il est très puissant. Así que les pido de corazón Donc je vous demande de tout mon cœur que no se queden con estas palabras de aquí, ne pas rester avec ces mots juste ici, sino que digan y salgan de acá convencidos mais si vous sortez d'ici plutôt bien convaincus que hay que ayudar. qu'il faut aider, Tender una mano juste donner une main y ser parte del cambio. et être partie, faire partie du changement. Muchísimas gracias. Je vous remercie infiniment.